Chers amis, bonjour. La Malmaison est tout en fleurs ce matin du 25 juin 1815 pour accueillir Napoléon 3 jours après sa seconde abdication. Les yeux de l'empereur déchu brillent. Tant de beaux souvenirs lui reviennent en tête. « Que c'est beau la Malmaison !» dit-il. Mais le petit château est aussi en pleine effervescence. La cour bourdonne d'officiers prêts à monter à cheval et à donner des ordres. Contrairement à eux, Napoléon est calme, mais il a du mal à dissimuler son émotion. Il a retiré son uniforme, déposé son épée, revêtu un frac de couleur brune et un chapeau rond à la main très différent de son habituelle bicorne en feutre noir ou en castor. Il entre, à pas lents, dans la somptueuse chambre où Joséphine est morte 6 ans plus tôt, d'une pneumonie. Il s'incline devant le grand lit à baldaquin où veillent 2 cygnes aux ailes déployées. Il désire être seul et ne pas être dérangé. Elle était pleine de grâce pour se mettre au lit, pour s'habiller, confiera-t-il plus tard à l'un de ses proches. C'est la femme que j'ai le plus aimée. Et pourtant, ne l'avait-il pas répudiée? En fait, ce ne fut pas pour lui une décision facile à prendre. Ce fut même un sacrifice qu'il consentit en se séparant d'elle. Son motif, et le seul, est qu'elle ne lui donnait pas d'enfant. À cet instant même, il regrette cette décision qui ne produisit rien d'heureux pour lui. En sortant de la chambre, ses yeux sont gonflés de larmes. Il entre alors dans la bibliothèque où se trouve la reine Hortense, la fille de Joséphine, et Madame Mère, Laetitia. Elle ne reverra plus son Napoléone. Elle le sent et pleure. Elle lui survivra 15 ans. Et il y a aussi son banquier, Laffitte, et 2 enfants qui l'attendent sagement pour un dernier adieu. Le plus jeune, Alexandre, a 5 ans. Sa mère, la comtesse Valeska, se précipite en sanglotant dans les bras de Napoléon et lui propose de le suivre avec son fils vers l'exil. Il n'accepte pas, mais lui promet de l'appeler plus tard auprès de lui, si les événements le permettent. Le second enfant, c'est Léon, âgé de 9 ans. Un enfant beau comme un ange, rapportera Hortense. Sa mère est la brune Éléonore de Nuel. Ces 2 enfants sont les fils illégitimes de Napoléon. Il n'a plus qu'eux pour le consoler. Il les embrasse tendrement tous les 2. Il ne les reverra plus. Son 3e fils, légitime celui-là, issu de son second mariage avec l'archiduchesse Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche François Ier, c'est le roi de Rome, François Charles Joseph Napoléon Bonaparte, que tout le monde appelle déjà Napoléon II. Il a 4 ans, mais il n'est pas là. Il est retenu comme otage en Autriche. Dès sa naissance, les difficultés s'étaient amoncelées pour lui. L'enfant se présentait mal, il fallut utiliser les fers. Puis encore, une fois né, on faisait des efforts multipliés pour le rappeler à la vie, lorsque partirent successivement, laissant un coup de canon destiné à célébrer sa naissance. La commotion et l'ébranlement qu'ils occasionnèrent agirent si fortement sur les organes du royal enfant qu'il reprit ses sens.
peut-on lire dans le mémorial de Sainte-Hélène. Ce 25 juin 1815, il n'est donc pas là, mais il se porte bien. Il y a quelques semaines, sa mère écrivait à Napoléon. Il acquiert tous les jours plus d'intelligence, et il est frais comme une rose. Il s'est beaucoup amusé avec mon père, qui a l'air de l'aimer à la folie. Ah, j'en suis bien contente, mais le jour où je serai heureuse, c'est quand je pourrai te revoir. Comme elle ne l'avait pas rejoint à l'île d'Elbe, Marie-Louise ne le rejoindra pas à Sainte-Hélène, et beaucoup plus tard, elle épousera son amant, le comte de Nieperque, à la mort de Napoléon. On peut dire que l'Angleterre prit l'aigle et que l'Autriche prit l'aiglon. À Sainte-Hélène, Napoléon s'imaginera que l'enfant l'avait oublié. Comme il se trompait. À Vienne, le petit prisonnier interrogeait quotidiennement ses précepteurs sur son père. Il y avait un empereur en France, j'en suis sûr. Qui était cet empereur? C'était mon père, je crois. Oui, mon prince, c'était votre cher papa qui a perdu sa couronne et son empire à cause de son malheureux penchant pour la guerre. Où se trouve mon père? Ah ça, je ne peux pas vous le dire. Je crois avoir entendu dire qu'il est dans la misère. Ah, nullement, mon prince, et je peux vous assurer qu'il se porte bien. Devant lui, on avait probablement prononcé le mot de Sainte-Hélène. Or, misère se dit Elend en allemand. L'enfant semblait alors soulagé. S'il avait su, Napoléon, sur son île si loin du monde, s'il avait pu savoir l'affection que son fils de 5 ans continuait à lui porter, et sa lutte menée pour en savoir plus sur son père. Mais Napoléon ignorait tout cela. Il semble même ne pas avoir connu l'abandon de Marie-Louise, partie pour Parme et revenant à Vienne que pour de brefs séjours, entre deux naissances de bâtards ou entre deux fausses couches. Le proscrit ignore également le renvoi de tous les Français qui entouraient son fils, dont sa gouvernante, la bonne fée, durant sa petite enfance, Madame de Montesquiou, qu'il appelait affectueusement Maman Kiou. Sans cesse, Napoléon s'interroge sur lui, sur l'éducation qu'on lui donne. Il redoute qu'on lui inspire l'horreur de son père. Avec une étonnante prescience, il annonce à ses compagnons d'infortune, des sanglots dans la voix. Le roi de Rome sera l'homme des peuples, il sera celui de l'Italie. Aussi, la politique autrichienne le tuera. Le chancelier Metternich supprimera en effet le roi de Rome, non en lui donnant du poison, mais en l'empêchant, lorsqu'il devint adolescent, de quitter les marécages viennois du Danube pour aller guérir ses poumons à l'air pur des Alpes ou, thérapeutique de l'époque, au chaud soleil de Naples. Dans son testament, Napoléon avait exprimé le souhait que son fils n'oublie jamais qu'il était né prince français. François Ier d'Autriche va tout faire pour que le jeune garçon n'y songe plus, en lui conférant un titre, celui de duc de Reichstadt, des armes, des chevaux, des revenus qui lui permettent de tenir son rang à la cour et d'exister sous un nom ne reflétant pas sa filiation. Mais le désormais duc de Reichstadt n'oubliera jamais son père. Et quand il apprend le remariage de sa mère en août 1821, il en est très affecté.
et il suspendra toute relation avec elle. Nous ne nous étendrons pas trop sur la triste destinée du fils de Napoléon et de Marie-Louise, disputés par la France et l'Autriche. Sachez toutefois qu'il souhaita mener une carrière militaire, devint capitaine dans un régiment de chasseurs tyroliens, puis chef de bataillon au régiment d'infanterie hongroise du colonel Gustave de Vazard, et qu'à Paris, en juillet 1830, on criait dans les rues « Vive Napoléon II !» Il représentait pour les bonapartistes un grand espoir. En Belgique, lorsque le pays fut érigé en royaume, on évoqua sa candidature. Mais l'idée allait à l'encontre de la recommandation que Napoléon lui avait faite de ne jamais oublier qu'il était né prince français. Le duc de Reichstadt, qui resta toujours fidèle à la mémoire de son père, déclina l'invitation. Souvent, il rêvait à lui, et se désolait de voir que, hors les miséreux grognards en demi-solde qui se réunissaient régulièrement pour parler de leur idole, plus personne ne pensait à Napoléon. Alors, il revivait ce passé qui paraissait si lointain déjà, en feuilletant l'almanach impérial et en parcourant la liste des membres de l'Institut, celle des rois vassaux et celle des préfets, lui à qui il ne restait plus aujourd'hui que d'autres occupations qu'à se pencher sur le problème d'une vache mise à l'écurie, ne donnant qu'une pauvre bouteille de lait par jour et rampant sans cesse ses liens pour aller gambader dans le jardin, ou bien à aider la lingère à étaler sur l'herbe les langes de la petite Montholon pour les faire sécher. On lui proposera aussi, lorsque le vent de contestation qui soufflait sur toute l'Europe atteignit la Pologne, en novembre 1830, de se mettre au service de ce peuple qui avait fait preuve d'attachement à son père. Et cette idée lui plut beaucoup, mais elle ne fit pas son chemin. En fait, il faut bien avoir à l'esprit que, comme le souligne l'écrivain autrichien Friedrich von Gentz, le petit Napoléon est un objet de désordre et de peur pour la plupart des cabinets européens. Et la perspective de le voir jouer un rôle politique important n'enchantait personne. Pourtant, au lendemain de l'insurrection de 1831, alors qu'il venait d'avoir 20 ans, sa simple présence dans la péninsule italienne, même étendu sur une chaise longue, mit le feu aux poudres. En conséquence, il ne faut plus qu'il vienne à Vienne. Alors, le jeune prince, beau comme un dieu, et malheureux comme les pierres, et sombre dans la plus extrême mélancolie. Il se sent désormais prisonnier, dans un palais certes, celui de Schönbrunn, mais prisonnier tout de même. Il n'en demeure pas moins un danger du seul fait de son existence, un danger pour l'Europe mise en place au congrès de Vienne. La maladie qui va le clouer au lit au début de l'année 1832, congestion pulmonaire, pneumonie, tuberculose, fut un soulagement pour beaucoup. Metternich laissera mourir son otage, en cachant même la gravité de son état à Marie-Louise, de peur qu'elle n'accoure à Vienne à son chevet. Il approuvera les soins que lui prodiguait son médecin, un accoucheur, qui soignera l'aiglon pour une maladie de foie dont il n'était pas plus atteint que son père. La fin du duc de Reichstadt fut celle d'un héros romantique. Le 15 avril, les médecins le considérèrent comme perdu, et lorsque sa mère, enfin prévenue, le rejoignit à Vienne à la mi-juin, il était déjà trop tard. Il était déjà mourant. Avant de rendre l'âme, le 22 juillet 1832, à l'âge de 21 ans,
le malheureux ne put que constater avec amertume. Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. Entre mon berceau et ma tombe, il y a un gros zéro. Selon une cérémonie ancestrale prévue en Autriche pour un archiduc, son corps transporté de la Hofburg, résidence d'hiver des Habsbourg, jusqu'à la place Neuermarkt à Vienne, sur un catafalque rouge, fut descendu dans la crypte impériale des Capucins. Soucieux d'améliorer son image aux yeux des Français, Hitler décida en 1940 le rapatriement de ses cendres aux Invalides. Si on connaît bien cette triste destinée et la courte vie du fils de Napoléon et de Marie-Louise, immortalisé par Edmond Rostand dans sa pièce de théâtre L'Aiglon, on connaît très peu ou mal la vie des deux autres fils de Napoléon, Alexandre et Léon. Léon, 9 ans, le plus âgé des trois, c'est un peu l'enfant du miracle. Depuis 11 ans, Napoléon tentait d'avoir un fils avec sa tendre Joséphine, mais le ventre de cette dernière restait toujours désespérément plat. Pourtant, la belle créole, qui avait épousé Alexandre de Beauharnais, guillotiné sous la Révolution, avait déjà eu 2 enfants. Alors, le Corse au sang bouillant, qui est au sommet de sa gloire, l'homme qui fait trembler l'Europe entière et vient d'écraser les Prussiens, se pose des questions. Le problème ne vient-il pas de lui? C'est ce que lui laissait entendre Joséphine et que les médecins soudoyés par elle confirmaient. Cette hypothèse l'épouvante. Or, le 31 décembre 1806, alors qu'il se trouve à Gorlitz, dans le land de Saxe, entre 2 batailles, il prend connaissance d'une lettre provenant de sa maîtresse, Éléonore Denuel de la Plagne, issue d'une famille qui portait depuis Henri II la couronne comtale. Éléonore était lectrice de Caroline Murat et son amie de pension de Saint-Germain-en-Laye. C'est à l'occasion d'une réception chez Caroline qu'il fit sa connaissance alors qu'il venait de rentrer à Paris, auréolé du soleil d'Austerlitz. Il la trouva aussitôt délicieuse. Quant à elle, elle tomba sous le charme de ce fier conquérant, et c'est ainsi que commença leur histoire d'amour. Elle fut reçue aux Tuileries, et Napoléon l'installa dans un petit hôtel particulier, 29 rue de la Victoire à Paris. Dans cette lettre qu'il lut devant le maréchal de Lefebvre, Éléonore lui annonçait la naissance de leur fils. Joyeuse étrenne! Cette annonce fut pour lui un soulagement en même temps qu'un grand bonheur. Napoléon est transporté d'allégresse. J'ai un fils! Un fils! Un fils! Répétait-il à Lefebvre, comme si ce dernier était sourd. J'ai un fils, vous dis-je, un soldat! Il empoigna le duc de Danzig par la taille, releva de son autre main le basque de son uniforme et l'entraîna dans un quadrille endiablé. Puis il commanda un bain où il trempa pendant une demi-heure en chantant à tue-tête un de ses airs favoris, composé par Beausec, le musicien le plus honoré sous l'Empire, et qui était toujours, lorsqu'il le fredonnait, l'indice d'une excellente humeur. Napoléon souhaitait légitimer l'enfant. Louis XIV n'avait-il pas légitimé ces 2 bâtards, le duc du Maine et le comte de Toulouse? Mais son entourage l'en dissuada. Ce fils inespéré ne pourrait jamais prétendre à la succession de son père, mais
Il lui prouvait qu'il n'était pas stérile et que le problème venait donc de Joséphine. Le doute n'était plus permis. En attendant, comment allait-il appeler le nouveau-né? Caroline Murat lui souffla une idée de génie. Et si tu lui donnais la moitié de ton prénom? Napo? Mais tu trouves ça joli, toi? Mais non, l'autre moitié. Léon? C'est plutôt mignon, non? L'idée l'enchanta et plut aussi beaucoup à Éléonore, car c'était aussi la moitié de son prénom. C'est donc sous ce nom qu'il fut déclaré à la mairie fils de demoiselle Éléonore Denuel, rentière, 20 ans, et de père absent. Il sera appelé le comte Léon. Personne n'envisagea alors que le malheureux, portant une moitié de nom, n'allait être destiné à n'être qu'une demi-portion. Et pourtant son père allait déployer à son égard des trésors d'amour et de tendresse. Mais avec Éléonore, les relations allaient très vite se détériorer, au point que lorsqu'elle se présenta à Fontainebleau, il refusa de la recevoir. Elle n'aura été en fait qu'une passade dans sa vie. Le petit Léon sera confié à plusieurs nourrices, puis élevé par le couple Mathieu de Mauvière. Lui était notaire et deviendra baron d'Empire. Très souvent, il sera conduit aux Tuileries où il est particulièrement choyé par Caroline et Napoléon. Ah, c'était un enfant vif, drôle, avec des réparties amusantes. Son père le prenait sur ses genoux, l'embrassait, lui donnait des friandises. Il épanchait sur lui ses tendances paternelles trop longtemps refoulées. La ressemblance de Léon avec lui était frappante, ce qui écartait tous les soupçons des esprits malveillants qui auraient pu laisser supposer que Murat pouvait en être le père. À 20 ans, Léon sera le vivant portrait de son père. À Sainte-Hélène, Napoléon pensera évidemment, comme on l'a vu, à son fils légitime, le roi de Rome, mais il pensera aussi à ses deux autres fils, Léon et Alexandre, dans ses instructions pour mes exécuteurs testamentaires. Concernant Léon, il dira: je ne serais pas fâché qu'il entrât dans la magistrature, si cela était son goût. Alexandre, son second fils, naîtra le 4 mai 1810. Sa mère était la douce et tendre polonaise Marie Waleska, qu'il ramena à Paris alors qu'elle était enceinte. Si Éléonore ne fut pour lui qu'une passade, il est sûr qu'il aima tendrement Madame Marie Waleska. L'annonce de cette seconde paternité ne fit que le conforter dans sa conviction qu'il pouvait procréer et qu'il lui fallait, hélas, pour cela divorcer d'avec Joséphine, ce qu'il fit le 16 décembre 1808 et se remarier. Depuis le début de l'année 1808, Joséphine savait bien d'ailleurs quel serait son sort, surtout depuis le jour où elle reçut cette lettre terrible de Fouché. Il ne faut pas se le dissimuler, madame. L'avenir politique de la France est compromise par la privation d'un héritier de l'empereur. Comme ministre de la police, je suis à portée de connaître l'opinion publique, et je sais qu'on s'inquiète pour la succession d'un tel empire. 3 mois après la répudiation de Joséphine, Napoléon épousait l'archiduchesse Marie-Louise, qui lui donna le roi de Rome. En septembre 1814, Alexandre accompagnera sa mère à l'île d'Elbe. Lorsque celle-ci, devenue veuve, puis remariée au comte Colonna d'Ornano, meurt en couche,
en décembre 1817, la tutelle d'Alexandre est attribuée à son oncle maternel, Théodore Michal Ladzinski. À Sainte-Hélène, Napoléon souhaitera qu'Alexandre soit attaché au service de la France dans l'armée. Alexandre sera militaire, mais on retient surtout qu'il mènera une brillante carrière de diplomate. En 1833, il a 23 ans. Né en Pologne, il se fait naturaliser français et il est nommé officier d'ordonnance du maréchal Gérard. Léon, lui, a 27 ans. C'est un coureur de jupons et un joueur invétéré, capable de perdre plusieurs dizaines de milliers de francs en une nuit. Quelle différence entre ces deux fils de l'empereur! Tandis que Léon s'endette et commence à s'acoquiner avec les pires malandrins, Alexandre, le comte Walewski, comme on l'appellera généralement, il fut fait comte par un décret impérial de mai 1812, entend bien mener une carrière digne de son illustre ascendance. Profondément affecté par la mort de sa femme, Catherine Montagu, petite fille du prince Poniatowski, après seulement 2 ans de mariage, il demande à être envoyé en Afrique et il est nommé capitaine dans la Légion étrangère, puis passera au 2e chasseur d'Afrique. Il fait montre aussitôt de courage et de détermination, mais il ne trouve pas vraiment ses marques. Il rentre en France, où il devient capitaine au 4e hussard. Il sera agent secret en Pologne, au bénéfice du roi Louis-Philippe, en 1830, puis officier au service de la France, notamment en Algérie, où il se fait remarquer par sa bravoure et son intelligence. Mais décidément, l'armée n'est pas vraiment son truc. Il démissionne en 1837 et quitte le sabre pour la plume. Et c'est comme écrivain et comme auteur dramatique qu'il commencera à se faire connaître dans la capitale. Il est l'auteur notamment d'une comédie, La coquette sans le savoir, représentée au Théâtre Français en septembre 1840 et qui n'obtint qu'un succès d'estime. Il touchera aussi au journalisme, mais le journal Le Messager des Chambres, qu'il racheta au vicomte de Martignac, ne parvint pas à trouver sa place parmi les journaux d'opinion, et il finira par le vendre pour une bouchée de pain à Adolphe Thiers, alors président du Conseil de Louis-Philippe. Celui-là, peut-être en remerciement, l'envoya en mission diplomatique auprès de Mehemet Ali, vice-roi d'Égypte, pour obtenir son consentement au traité de Londres. Sa mission ayant réussi, il se révéla un habile diplomate, il sera attaché par le ministère Guizot à la légation de Buenos Aires. Mais c'est avec l'élection du prince Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République qu'il commencera véritablement une carrière politique et diplomatique intéressante, jouant avec habileté de son illustre paternité. En pleine guerre de Crimée, devenu sénateur, il succéda en mai 1855 à Édouard Drouin de Lhuys comme ministre des Affaires étrangères. Il joua un rôle essentiel dans l'organisation et la promotion de l'exposition universelle de 1855 qui exalta le capitalisme industriel et financier, mais proclama aussi le désir de répandre le bien-être à travers les nations et les classes laborieuses. L'exposition universelle qui illustra aussi la nouvelle alliance entre la France et l'Angleterre. En qualité de ministre des Affaires étrangères, il sera très souvent auprès de la reine Victoria, la souveraine anglaise, lors de son séjour à Paris du 18 au 26 août. Il sera aux premières loges à l'Élysée,
lors de la brillante réception au cours de laquelle on présenta à la reine d'Angleterre les membres du corps diplomatique accrédités aux Tuileries, ainsi qu'à Saint-Cloud, lors de la soirée au cours de laquelle les acteurs de la Comédie Française donnèrent, sur la demande expresse de la reine, une représentation des Demoiselles de Saint-Cyr, la comédie d'Alexandre Dumas qu'elle avait pourtant déjà vue à Londres. Si vous me permettez une petite anecdote à ce sujet, dont je ne vous garantis pas l'authenticité, il semblerait que quelques jours après la représentation de Saint-Cloud, qui fut un très grand succès, Alexandre Waleski rencontra, rue de la Chaussée-d'Antin, Alexandre Dumas, qui n'était pas présent lors de cette soirée. « Savez-vous, monsieur Dumas, lui dit-il, que la reine a non seulement demandé à voir votre pièce, Les Demoiselles de Saint-Cloud, qu'elle avait pourtant déjà vue à Londres, mais qu'elle s'en est déclarée plus satisfaite encore la seconde fois que la première. » « C'est comme son auteur, répondit Dumas. Plus on le connaît, plus on l'aime. Je sais pourtant ce qui l'aurait amusé bien davantage que de voir ma pièce, c'eût été de me voir moi-même, et franchement, ça m'aurait amusé aussi. » « Alors, s'écria Alexandre, pourquoi n'avoir pas demandé une audience? Je suis sûr que Sa Majesté eût été trop heureuse de faire cet honneur à un homme de votre valeur. » « En effet, j'y ai pensé, avoua Dumas. Une femme aussi remarquable, et qui sera probablement la femme la plus célèbre du siècle, aurait dû se rencontrer avec le plus grand homme de France. Mais j'ai eu peur qu'on me traitât comme Madame de Staël traita Saint-Simon. C'est dommage. Puis, en éclatant de rire, il s'éloigna rapidement. Toujours en qualité de ministre des Affaires étrangères, Alexandre présida la conférence de Paris après la guerre de Crimée et il signa le traité de Paris du 30 mars 1856 qui consacra la victoire franco-anglaise sur la Russie. Pourtant, il faut bien dire qu'il n'assuma jamais le rôle qu'il aurait pu légitimement souhaiter. Mondain aimable, ce n'est pas faire offense à sa mémoire que de dire qu'il n'eut pas non plus la forte personnalité que l'on aurait pu attendre du fils du flamboyant empereur des Français. À sa décharge, sa position assez fausse de fils de Napoléon le Grand, obligé de servir Napoléon le Petit, a pu l'empêcher, selon moi, de donner toute sa réelle mesure. D'autant plus que Napoléon III se méfiait de lui à cause de cette situation même, et qu'il entendait conduire lui-même la politique extérieure de la France, ne laissant à ses ministres qu'une marge d'action limitée. En outre, les idées des deux hommes ne coïncidaient pas sur deux affaires essentielles. Alexandre, très attaché au pouvoir temporel du pape, ne partageait pas les sympathies de Napoléon III pour le mouvement national italien. Il ne fut d'ailleurs pas informé des conversations entamées avec Cavour, qui aboutirent à l'alliance franco-piémontaise et à la guerre d'Italie. Il était en outre adepte du protectionnisme douanier, et il fut aussi tenu écarté des négociations qui permirent de signer un traité de commerce avec l'Angleterre, contre lequel il prit ouvertement position en Conseil des ministres. Son maintien à son poste dans ces conditions n'était plus possible. Quelques jours avant l'annonce du traité de commerce, il est remplacé par Touvenel. Il ne fut pas épargné par certains de ses collègues de gouvernement, mais en restant objectif, je constate que le passage du comte Waleski aux affaires étrangères coïncide avec les années les plus heureuses et même les plus glorieuses du Second Empire. Son départ ne signifie pas toutefois une rupture avec Napoléon III,
car son souhait d'une évolution libérale du régime s'accordait avec les vues de l'empereur à cette époque. Nommé en conseil privé au lendemain de son renvoi, il ne tarda pas à retrouver un portefeuille ministériel. Napoléon III lui confia le ministère d'État à la veille du décret du 24 novembre 1860, à la rédaction duquel il avait contribué et qu'il fut le seul à approuver en Conseil des ministres. Il se fit alors le champion d'un rapprochement avec l'opposition libérale conservatrice, qui était alors catholique, et il continua à peser en faveur d'une réconciliation avec le Saint-Siège. C'est lui qui présenta le très libéral Émile Ollivier à l'empereur. Émile Ollivier, dont on sait qu'il fut le dernier chef du gouvernement de l'Empire. Le ministre d'État avait parmi ses responsabilités celle des beaux-arts, ce qui ne pouvait que l'enchanter, car en sus de la littérature et de la poésie, il aimait toutes les formes d'art. On l'ignore généralement, mais son passage dans ce poste fut marqué par le vote d'une loi sur la propriété artistique et littéraire et par le concours d'architectes pour la construction de l'Opéra de Paris, où le projet Garnier fut retenu. Sans doute aurait-il pu conserver son ministère plus longtemps, car il y excellait. Mais en 1863, une nouvelle réforme libérale accrut le rôle du ministre d'État, qui devenait, comme l'on dirait aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, mais aussi son orateur, en remplacement des ministres sans portefeuille. Le problème est qu'Alexandre ne possédait guère de dons oratoires, et de ce fait, il dut laisser la place au volubile Biot. À la mort du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, en 1865, il se démit de son poste de sénateur qu'il occupait depuis 10 ans pour se faire élire au corps législatif et pour prendre la présidence, où il poursuivit la politique libérale de son prédécesseur. Mais il y rencontra l'hostilité de Rouher et de la majorité bonapartiste autoritaire qui le contraignirent à démissionner 2 ans plus tard. Il faut dire un mot aussi sur sa vie familiale. Il épousa en secondes noces Marie-Anne di Ricci, fille de Zenobio, comte de Ricci, qui lui donna 4 enfants. Il avait eu déjà 2 enfants avec Catherine Montagu et un fils avec sa maîtresse, la tragédienne Rachel, interprète favorite de Victor Hugo. Ne suivant pas l'exemple de son père à son égard, il reconnut ce fils illégitime à qui il donna son prénom. L'éventualité de son retour au gouvernement fut évoquée lors des réformes libérales de janvier 1867 qui annoncèrent le tournant libéral du régime. Mais cela ne se fit pas et il mourut d'une apoplexie à Strasbourg en septembre 1868 à l'âge de 58 ans. Il venait à peine de retrouver sa place, son siège au Sénat. Il n'assista donc pas à l'effondrement du Second Empire et à la désastreuse guerre de 1870. Je pense, sérieusement, qu'Alexandre Walewski est passé à côté d'un grand destin. Peut-être en raison du refus de son père, après sa première abdication et sa rencontre avec Marie Walewska à l'île d'Elbe, de se doter d'un autre héritier possible. Malgré l'insistance de Marie, il ne prit pas une décision qui aurait peut-être changé le cours de l'histoire. Rien ne l'empêchait de le faire, mais il était encore à ce moment-là enivré de grandeur et ne pouvait pas envisager un déni du code civil qu'il avait lui-même fait rédiger et qui stipulait l'impossibilité de reconnaître un enfant adultérin. Sans doute
doute aussi voulut-il ménager l'Autriche, espérant encore obtenir pour l'Aiglon un destin impérial. Pourtant, Napoléon Ier était encore en mesure de maîtriser sa succession dès l'île d'Elbe, de la proclamer dans la période des 100 jours après sa remontée fulgurante avec les Français de la vallée du Rhône, du golfe Juan au palais des Tuileries à Paris, portés de bras en bras par les paysans, les sous-officiers, les soldats, les femmes et les hommes du peuple de Paris jusqu'en haut de l'escalier d'honneur du palais. Une succession peut-être problématique alors, me direz-vous, mais selon moi tout à fait possible dès 1832, année de la mort du duc de Reichstadt, puis en 1847, au décès de Marie-Louise. Je vous rappelle que Alexandre était âgé de 22 ans en 1832 et de 37 ans en 1847. Dans la descendance directe de Napoléon Ier, il était donc le mieux positionné, bien qu'enfant naturel non reconnu par l'empereur. À aucun moment, Alexandre ne tenta de faire valoir ses droits, laissant place aux ambitions de Louis-Napoléon Bonaparte. S'il s'était manifesté dès 1832 dans un contexte politique favorable, alors que la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe était contestée par les légitimistes et les républicains, tandis que le soulèvement des canuts à Lyon ajoutait aux désordres ambiants, il aurait eu une carte essentielle à jouer. Il n'aurait pas eu à procéder à l'abolition d'une république, ce que fit le prince-président en 1851 pour accéder au trône impérial, mais tout simplement à se substituer à une monarchie à bout de souffle. On peut se demander comment les institutions politiques auraient évolué, et dans ce cas-là, à savoir si le comte Walewski avait fait valoir son ascendance impériale naturelle à l'âge de 22 ans, aurait-elle pris la forme d'une restauration impériale pure et simple, d'un régime impérial fidèle à l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815, ou d'une république présidentielle. Mais tout cela n'est que pure conjecture et laisse place à toutes les supputations. Je vous disais précédemment, quelle différence entre ces deux fils de l'empereur? C'est le moins que l'on puisse dire. Ainsi, ce n'est pas Alexandre Walewski, toujours soucieux de son rang et de ce qu'il représentait dans la société, qui aurait épousé, comme son demi-frère Léon, la fille d'un simple jardinier, comme nous allons le voir. En fait, Léon, comme son frère, était fier d'être le fils du grand Napoléon. Et toute sa vie, il se servira d'ailleurs de son statut de fils de l'empereur. Mais n'écoutant pas les sages conseils de son précepteur, M. Villars, ancien capitaine d'artillerie, il ne cesse de jouir de ses confortables revenus en fréquentant les filles, les tripots et les salles de jeu, entamant ainsi une vie de mauvais garçon ruineuse. Toutefois, cette fierté est entachée d'indignation. Il en veut à Napoléon de ne pas l'avoir reconnu. D'après certains historiens, il n'aurait été mis réellement au courant de l'identité de son père qu'à l'âge de 8 ans, un an avant les adieux à la Malmaison, ce 25 juin 1815. On peut peut-être expliquer en partie son inconstance par ce malaise, cette difficulté d'être, qui ne le quitteront jamais durant toute son existence. C'est la raison pour laquelle il sera capable de se revendiquer républicain un jour,
monarchiste le lendemain, de condamner l'empereur comme tyran, puis de faire ses éloges l'instant d'après. Éléonore, sa mère, frivole et irresponsable, n'est guère en mesure de lui apporter l'apaisement et le réconfort nécessaires. Elle ne se préoccupe guère de lui et se remarie en 1814 au comte allemand Charles-Auguste Émile Louis de Luxembourg, dont la fortune était conséquente. Mais en 1825, alors qu'il s'approche de sa majorité, elle se rappelle à son bon souvenir, non parce qu'elle se reproche de l'avoir négligé si longtemps, mais parce qu'il commence à devenir un enjeu financier de taille. En effet, à la mort de l'empereur déchu le 5 mai 1821, Léon, qui avait alors une quinzaine d'années, se trouva à la tête d'une petite fortune, car Napoléon se montra généreux envers ses fils illégitimes, leur accordant une rente mensuelle confortable en les couchant sur son testament à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs chacun. Le moins que l'on puisse dire est que Éléonore était une femme vénale qui, après la mort de son premier époux, un aventurier et un escroc, avait été pourvue par Napoléon, à la naissance de Léon, d'une rente annuelle confortable ainsi que d'un mari honorable en la personne du jeune lieutenant Pierre-Philippe Augier de la Sauzée, très riche. C'est peu après la mort de celui-ci, lors du passage de la Bérésina, qu'elle rencontre et épouse, en mai 1814, le comte von Luxembourg, qui sera son troisième mari. Ce sera cette fois-ci une union durable qui ne prendra fin qu'à la mort du comte en 1849. Éléonore demande donc à son fils, en 1825, de le rejoindre en Allemagne. Léon s'exécute avec d'autant plus d'enthousiasme qu'il trouve là une opportunité pour échapper aux reproches et aux récriminations de Vuillard. Mais mère et fils ne sont pas de guerre. Les reproches fusent de part et d'autre. Léon estimant que sa mère s'est débarrassée de lui au cours de sa petite enfance parce qu'il était un boulet pour elle, et Éléonore lui reprochant sa frivolité et son manque d'ambition et le traitant de vaurien. De sombres histoires d'argent s'ajoutant à leurs différends, ils en viennent à se déchirer. Léon finit par claquer la porte et s'en retourne à Paris, bien décidé de profiter de sa fortune. Éléonore n'avait pas tort. Son fils n'avait pas vraiment d'ambition, et il préféra passer son temps à festoyer et à dilapider l'argent familial. Néanmoins, il entendait bien travailler son image et rappeler son origine illustre. C'est la raison pour laquelle il s'autoproclame comte en 1826, comte Léon. En réalité, ce titre sorti de nulle part devait selon lui permettre de convaincre ses créanciers de lui prêter toujours plus d'argent et de continuer à mener un train de vie de plus en plus dispendieux. Mais au fil des mois, le comte Léon devient de plus en plus irritable. Cela s'explique certes par son caractère impétueux, mais aussi, et peut-être surtout, par sa frustration de n'être point à la hauteur de son illustre père. Il avait rapidement abandonné ses études de droit et dès son retour dans la capitale, il commença une vie de débauche entre tripots sordides, salles de jeu malfamées et lupanards. Pour une dette de jeu, il entreprend un duel mortel qu'il remporte contre un officier anglais. Et s'il échappe alors à une condamnation, c'est en raison de son illustre ascendance. Puis il tenta ensuite de remonter la pente et d'être digne de son illustre père. Pour ce faire,
Il s'engagea en 1834 dans la garde nationale de Saint-Denis, espérant entreprendre une brillante carrière militaire. Alors, lui à qui sa mère reprochait de n'avoir aucune ambition, commença à rêver d'honneur, de réussite sociale et de gloire. C'est décidé, il deviendra un grand homme et s'illustrera sur les champs de bataille. Il devint chef de bataillon, mais semble plus intéressé par les conquêtes féminines que par ses responsabilités et sa loyauté au roi Louis-Philippe, qui sait si bien user des symboles napoléoniens et dont on doit le rapatriement en 1840 des cendres de Napoléon de Sainte-Hélène à Paris et son inhumation le 15 décembre aux Invalides. Ce jour-là, malgré un froid soutenu de moins 10 degrés, la foule des spectateurs enthousiasmés et émus depuis le port de Neuilly jusqu'aux Invalides était immense. Les deux frères, Léon et Alexandre, qui étaient alors journalistes, se retrouveront dans l'interminable cortège. Léon en profitera pour demander à Alexandre de l'argent, en lui assurant qu'il avait changé et qu'il entendait bien faire ses preuves dans l'armée. Malheureusement pour lui, il se révélera rapidement un officier médiocre. De surcroît, son sale caractère n'était guère compatible avec l'esprit militaire. Enfin, il se brouilla rapidement avec son supérieur et, se servant de son statut de fils de l'empereur, il commença à agiter les foules. Qui sème le vent récolte la tempête. Au bout de 2 ans de service, il est brusquement révoqué de la garde nationale. Adieu, veaux, vaches, cochons, honneurs et gloires. Ces vieux démons refirent surface. De vaurien à voyou, il n'y a qu'un pas rapidement franchi. Sans un sou, criblé de dettes, il fera même alors un petit tour par la case de prison, à Clichy. Le fils que Napoléon voulait voir devenir magistrat était désormais considéré comme un criminel notoire, même au sein de sa famille. À sa sortie, au bout de 2 ans, toujours sans un sou, il emprunte aux uns et aux autres, et harcèle son frère qui, exaspéré, finit par ne plus lui ouvrir sa porte. C'est alors qu'il fait la connaissance d'une certaine dame Le Sieur, une magnétiseuse aux longs cheveux d'ébène, qui devient sa maîtresse, et il fréquente un certain nombre de personnages louches, parmi lesquels j'ai retrouvé un personnage singulier, un nommé Barzinet, Louis Barzinet, souteneur notoire et escroc à la petite semaine. Ce Louis Barzinet prétendait être le frère d'un journaliste et pamphlétaire bien connu dans les années 1830, Alexandre Barzinet. Louis et Alexandre Barzinet auraient rencontré Napoléon de retour de l'île d'Elbe en mars 1815 à Laffré, en Isère. Ils avaient tous les deux autour de 18 ans. Alexandre Barzinet suivit Napoléon à Paris, où il obtiendra un brevet d'élève national à l'école militaire de Saint-Cyr. Quant à Louis Barzinet, il aurait rejoint son frère dans la capitale, mais il aurait préféré se lancer dans les affaires sans beaucoup de succès. C'est alors qu'il aurait trouvé plus rentable de faire travailler pour lui des pauvres filles à qui il promettait monts et merveilles, et qui, en attendant, devaient vendre leur charme au bois de Boulogne. Comment se déroula la rencontre entre le comte Léon et Barzinet, Zézé le Gonflé, comme il était appelé dans la pègre parisienne?
peut-être parce qu'il était culotté et audacieux, ou tout simplement à cause de sa bedaine impressionnante. Sans doute fut-elle orageuse, puisque Léon découvrit un jour dans son lit la belle magnétiseuse et son amant. Et cet amant n'était autre que Zézé le Gonflé, qui méritait bien son sobriquet. Mais, après une première réaction violente de Léon, chacun retrouva son calme, et on en vint même à échafauder des projets. C'est en trio qu'ils monteront des escroqueries en tout genre. Bientôt, cependant, Léon prend conscience que dans cette vie misérable, l'odieux le dispute au ridicule, qu'il devient la risée de tout le monde lorsqu'il rappelle qu'il est le fils aîné de l'empereur, et il a honte de n'être en définitive qu'un criminel grotesque. Alors il tentera à nouveau de remonter la pente. Adieu, Zézé le Gonflé et la belle magnétiseuse. Bien décidé de s'en sortir, il essaya de se trouver des soutiens auprès de la famille Bonaparte, mais sans rencontrer d'écho positif, sauf peut-être celui de Lucien Bonaparte. Il se présentait désormais comme un libéral qui croyait en l'évolution sociale de la société et souhaitait, comme Louis-Napoléon Bonaparte, l'extinction du paupérisme en France. L'évidente empathie qui existait entre lui et les déshérités va ancrer sa pensée sociale dans le cercle des certitudes pratiques. Quand il avait de l'argent, nous avons vu qu'il le dilapidait allègrement, mais il en faisait aussi profiter les plus nécessiteux. Il se fit disciple d'un entrepreneur, ex-proche de Saint-Simon et philosophe excentrique, François-Guillaume Coessin, qu'il rencontra par hasard le jour anniversaire de la mort de l'empereur. Cela ne pouvait être qu'un signe du destin. Coessin avait fondé en 1810 une communauté de familles spirituelles, selon un modèle qui relève à la fois du phalanstère et de l'abbaye de Thélème. Il réunissait sous sa houlette des femmes et des hommes s'engageant à vivre en commun de leur travail ou de leurs produits agricoles et industriels et faisant vœu de pauvreté. Et c'est ainsi que le comte Léon allait devenir le porte-parole du philosophe, et c'est pour faire avancer les affaires de son nouvel ami et maître à penser qu'il décida de partir à Londres. Mais son but était aussi de rencontrer plusieurs Bonaparte exilés outre-Manche. Nous abordons ici l'un des épisodes les plus troubles et les plus obscurs de son existence. Dans un livre qu'il lui consacra, le romancier Joseph Webré avance une hypothèse qui est loin de faire l'unanimité parmi les historiens. Et en vous précisant d'emblée que l'éditeur et critique littéraire Joseph Webré n'est pas un historien, et d'ailleurs ne le prétend nullement, je vous livre cette hypothèse, basée sur un certain nombre de faits incontestables. Selon lui, à cette époque, Léon était profondément déçu de l'indifférence qu'il provoquait au sein de la famille Bonaparte, qui toujours le rejeta et ne lui apporta aucune aide, ni financière, ni même morale d'ailleurs. Et il en voulait particulièrement à son cousin, Louis-Napoléon Bonaparte, qui refusa toujours de l'aider financièrement et même refusait de le recevoir. Celui-ci était en exil en Angleterre avec sa mère. Le comte Léon voulait donc le provoquer en duel à Londres en mars 1840. Ce duel aurait pu tout à fait survenir, et il fut même sur le point de se déclencher si les participants n'avaient pas été arrêtés par la police quelques instants avant qu'il ne commence. Si, comme le laisse entendre Joseph Webré,
Le comte Léon était à ce moment-là un agent de Louis-Philippe et avait reçu pour mission du roi des Français de tuer Louis-Napoléon Bonaparte, car il était devenu un opposant de plus en plus virulent à la monarchie de Juillet. Il faut bien reconnaître que cette mission se termina en fiasco. La récompense, en monnaie sonnante et trébuchante, que Louis-Philippe lui aurait promis s'il réussissait sa mission, lui passa donc sous le nez. De surcroît, il engagea de nombreux frais pour son voyage, son installation à Londres et l'organisation de ce duel. Il rentra donc en France ruiné, et après s'être définitivement aliéné des Bonaparte. Et il dut donc revenir pour vivre à ce qu'il savait faire le mieux, les escroqueries et les malversations en tout genre. Mais avec toutefois une différence. Il se revendiquait désormais d'une idéologie radicale et étrange qui lui était inspirée des préceptes de son ami Coëssin. Durant cette période, il en voulut à tout le monde, s'estimant injustement calomnié et rejeté par la société. Mais il entendait bien démontrer à tous ses détracteurs qu'il n'était pas un prédateur, mais une victime, et qu'il finirait par faire reconnaître les droits que lui conférait son statut de fils de Napoléon. Il en voulait donc à tous, au Bonaparte, à commencer par son père lui-même, mais aussi à sa mère, à laquelle il intenta un procès et réussira à obtenir de sa part une pension supplémentaire bien vite dilapidée. Après la chute de Louis-Philippe, changement radical d'attitude de sa part. Il se redécouvre fervent bonapartiste, et lorsque Louis-Napoléon se présente à la présidence de la République, il décide de s'y présenter à son tour, en concurrence avec son cousin. Mais il renonce rapidement, de même qu'il renoncera à devenir député. Comme en revanche son cousin semble bien placé pour l'emporter, il commence à l'abreuver de missives pour que, lorsqu'il sera élu, il lui confie un poste à la hauteur de son ascendance. Il n'obtiendra aucun poste, mais recevra de Napoléon III, qu'il avait voulu tuer en duel, une pension de 6 000 francs et le paiement du legs de conscience de Napoléon Ier, soit un capital de près de 230 000 francs. Il s'affiche alors dans tous les lieux à la mode, et ce dandy mondain et excentrique est généralement très apprécié dans les salons les plus réputés. Il sera alors appelé l'aiglon des grands boulevards. Dans les années 1850, il multiplia les projets fantasques, investissant à tort et à travers, se lançant dans des affaires aléatoires, s'appuyant sur le bagout et la force de conviction de son ancien comparse Barzinet. Les femmes les plus sulfureuses l'entourent. Il n'est plus alors le bienvenu dans les salons, et il est rejeté par la bonne société. Il devient alors une épine dans le pied de l'empereur, comme l'était Pierre Bonaparte, fils de Lucien, frère de Napoléon Ier, dont on se souvient qu'il tua d'un coup de feu le jeune journaliste républicain Victor Noir, renforçant l'hostilité populaire envers le Second Empire, quelques mois avant l'effondrement du régime et la désastreuse guerre franco-allemande de 1870. C'est aussi dans les années 1850, en 1853 plus précisément, que le comte Léon rencontre une jolie couturière, fille d'un jardinier, sa cadette de 25 ans, la grande et délicieuse Françoise Jaunet, surnommée aussi Fanny. Celle-ci, qui s'engagea un moment comme figurante dame d'honneur au théâtre de l'Odéon, devint alors sa bonne fée. À son contact, il rentra dans le droit chemin, finit ses multiples liaisons féminines, ses amis sulfureux.
Fanny, qui l'aima sincèrement, fut d'un grand secours pour lui dans ses déménagements successifs et les péripéties de la dernière partie de sa vie. Le comte Léon redevint respectable et s'engagea dans un long combat contre la pauvreté. Il avait acquis des convictions sociales et humanistes au contact des romantiques révolutionnaires allemands qui fréquentaient l'université de Heidelberg et avec lesquels il noua des liens d'amitié. Il s'acharna à faire le succès de la Société pacifique, fondation à but caritatif inspirée des idées de Coëssin, qu'il créa et dirigea quelques années. Joseph Webré, dans son livre, le comparera à un lointain ancêtre de nos Restos du Cœur. On peut toutefois se poser des questions sur cette étrange société dévouée à la philanthropie, mais qui engloutira des sommes considérables pour de bien piètres résultats en faveur des nécessiteux. Et puis voici qu'en 1862, il avait alors 56 ans, le comte Léon décida d'épouser la jolie Fanny, qui lui avait déjà donné 2 enfants, Charles et Gaston. Gaston aura un fils, Gaston Fernand Léon, qui sera employé comme représentant dans les vins et alcools, puis entrera à la TCRP, Société de transport en commun de la région parisienne, ancêtre de la RATP, où il sera contrôleur de la ligne d'autobus numéro 112. Gaston Fernand prit soin et protégera toute sa vie comme une relique 2 petits carrés de soie brodés par Éléonore Denuel, son arrière-grand-mère. Éléonore avait appris la broderie chez Madame Campan, la célèbre première femme de chambre de Marie-Antoinette. L'un de ces carrés, conservé par Gaston Fernand, portait en écriture appliquée « à mon père ». Pour en revenir au comte Léon, après leur mariage, Fanny lui donna 2 nouveaux enfants, 2 filles, dont Charlotte Fanny, née en 1867, qui sera institutrice à Ploergut, une petite commune rurale du Morbihan. Mais le couple, avec leurs 4 enfants, avait bien du mal à joindre les 2 bouts. La chute du régime impérial priva Léon de toutes les subventions que l'empereur lui accordait de mauvaise grâce. N'ayant plus pour lui que son étonnante ressemblance avec Napoléon, il va être forcé de mener une vie de nomade pour échapper à ses créanciers. Il finira les 2 dernières années de sa vie dans une ferme délabrée de Pontoise et il mourut pratiquement dans la misère le 14 avril 1881, terrassé par un cancer à l'estomac, une maladie sans doute héritée de son père, à l'âge de 74 ans, bourré de chagrin et de regrets. Symbole ultime de sa déchéance, l'employé de mairie chargé d'établir son certificat de décès ira jusqu'à se tromper sur son nom et sa date de naissance. Il y eut un Napoléon Ier, un Napoléon II, un Napoléon III. L'infortuné comte Léon sera affublé par la presse féroce des débuts de la Troisième République du sobriquet de Napoléon Zéro. Étonnante, singulière, incroyable destinée que celle de ces 3 fils de Napoléon. Ne trouvez-vous pas? Le 15 mars 1900, près de 70 ans après la mort du fils légitime, Napoléon II, eut lieu au théâtre Sarah Bernard à Paris la première de l'Aiglon, avec la prodigieuse Sarah Bernard dans le rôle titre. C'est donc par ces vers inoubliables, extraits de l'Aiglon, que nous terminerons cette évocation.
toute la plaine. Je meurs, je meurs, je meurs. L'aiglon. Ah, nous nous figurions que la vague immobile et lourde des sillons ne laissait rien flotter. Mais les plaines racontent, et la terre ce soir a des morts qui remontent.